Les mégaséquences sont de vastes ensembles stratigraphiques composés de couches sédimentaires successives qui témoignent des transgressions et régressions marines à grande échelle à travers l'histoire géologique. Chaque mégaséquence commence par une transgression marine, une montée des eaux recouvrant les terres, suivie par une régression, un retrait des eaux, ce qui forme une séquence distincte de dépôts. Les mégaséquences sont utilisées par les pétroliers qui n'utilisent pas nécessairement le système cambrien, carbonifère, dévonien, triassique, jurassique, crétacé, etc. Ils utilisent des mégaséquences. Les mégaséquences sont définies comme des ensembles de roches sédimentaires délimités en haut et en bas par des surfaces d'érosion avec des couches de grès grossier à la base déposées en premier, suivies de schistes puis de calcaire au sommet qui ont été déposés en dernier. La taille correspondante des particules sédimentaires est également supposée diminuer vers le haut dans chaque mégaséquence. Les mégaséquences sont interprétées comme représentant la profondeur de la mer à l'époque où chacune d'elles s'est formée. Les couches de grès à la base de chaque mégaséquence sont considérées comme représentant le niveau marin le plus bas. Le schiste correspond à un environnement marin un peu plus profond et le calcaire représente l'environnement marin le plus profond de chaque séquence. En suivant ces changements dans les types de roches, les géologues sont capables de définir chaque mégaséquence. Cette carte représente la répartition géographique et l'épaisseur des dépôts basaux de la mégaséquence. Les dépôts basaux sont les couches les plus anciennes et les plus profondes de la séquence, celles qui se sont formées lors de la première phase de sédimentation. La deuxième carte montre l'épaisseur totale des sédiments déposés durant toute la durée de la mégaséquence. Cela inclut toutes les couches de la séquence, des dépôts basaux jusqu'aux couches finales, après des millions d'années de sédimentation dans le modèle évolutionniste. Le bleu sur cette carte peut indiquer des zones où la sédimentation totale est beaucoup plus épaisse, car cette carte intègre toutes les couches de la mégaséquence. Cela contraste avec la carte des dépôts basaux qui ne reflète que la première couche de sédimentation. Plus il y a eu de sédimentation au cours de la mégaséquence, plus les zones apparaîtront en bleu ou en couleur plus sombre sur cette carte d'épaisseur totale. La transgression marine désigne le phénomène où la mer monte et couvre de nouvelles terres, souvent due à une élévation du niveau marin ou à l'enfoncement de la croûte terrestre. Pendant une transgression, la mer avance sur les terres et dépose des sédiments marins sur une grande étendue. Les zones de transgression marine sont souvent associées à des dépôts sédimentaires qui commencent avec des couches basales de sable ou de grès provenant des côtes et finissent par des dépôts de boue ou de calcaire provenant des zones marines profondes. Dans les cartes d'épaisseur, ces zones peuvent apparaître dans des tons variés en fonction de la quantité de sédiments déposés pendant la transgression. Les zones bleues plus épaisses peuvent souvent correspondre à des bassins marins où la mer a transgressé sur une longue période et où la sédimentation a été importante. Cela pourrait indiquer que ces endroits étaient submergés pendant une longue durée ou que la profondeur de l'eau a permis une sédimentation importante. Les zones jaunes, plus minces, peuvent correspondre à des endroits où la transgression marine était plus courte, où la mer était moins profonde. Donc les dépôts de sédiments y étaient moins importants. La première mégaséquence, appelée Sauk, s'étend de la fin du précambrien jusqu'au début de l'Ordovicien. Elle correspond à l'une des premières grandes transgressions marines à l'échelle des continents, au cours de laquelle la mer a envahi de vastes étendues continentales. Cette mégaséquence marque le dépôt des premières couches sédimentaires importantes sur le socle rocheux précambrien avec des grès, des schistes et des calcaires, suivant un schéma typique de transgression marine. Elle commence à la fin du néoprotérozoïque, la dernière ère du précambrien il y a environ 540 millions d'années, selon le modèle évolutif, et se poursuit jusqu'au cambrien et au tout début de l'ordovicien, qui correspond à environ 485 millions d'années. C'est l'une des plus anciennes mégaséquences documentées, et elle illustre une période de montée du niveau de la mer, avec des dépôts marins sur des terres continentales, avant un retrait marin à la fin de cette période. Le docteur Tim Clary interprète la mégaséquence Sauk comme correspondant à la phase initiale du déluge, où les océans ont commencé à transgresser sur les masses continentales, inondant de vastes étendues de terre. Cette transgression aurait déposé les premiers sédiments marins, principalement des grès, sur les continents qui avaient été précédemment émergés. Il considère que la mégaséquence Sauk, qui couvre de larges parties de l'Amérique du Nord et d'autres continents, montre que le déluge a été un événement mondial. Les dépôts de la séquence Sauk seraient ainsi la première manifestation géologique d'une inondation mondiale,
avec des couches sédimentaires qui témoignent d'une montée des eaux à une échelle continentale, voire mondiale. Pendant les 40 premiers jours du déluge, les sources de l'abîme ont formé les plaques tectoniques qui ont commencé à subducter dans le manteau. Ces subductions ont provoqué des tsunamis sur les continents, déposant la première grande mégaséquence. La SOC, qui inclut la grande discordance et l'explosion cambrienne. Étant donné que la plupart des fossiles dans la séquence SOC sont marins, ces premières vagues n'ont probablement enseveli que les mers peu profondes. La deuxième mégaséquence, appelée type canot, s'étend du début de l'Ordovicien moyen jusqu'à la fin du Silurien. Elle fait suite à la mégaséquence SOC après une période d'érosion, marquant une nouvelle transgression marine significative qui a couvert de grandes parties des continents, notamment en Amérique du Nord et en Europe. La mégaséquence type canot aurait commencé au début de l'Ordovicien moyen, il y a environ 470 millions d'années. Comme pour la mégaséquence SOC, les dépôts commencent par des grès grossiers, puis sont suivis par des schistes et enfin des calcaires, ce qui indique une montée progressive du niveau de la mer. Ces dépôts reflètent la transition d'un environnement côtier vers des eaux plus profondes. La transgression type canot a duré jusqu'à la fin du Silurien, il y a environ 420 millions d'années, selon le modèle évolutif. Elle est marquée par des dépôts marins épais, y compris des récifs de coraux et des formations de calcaire qui se sont formées dans les mers peu profondes de cette période. La mégaséquence type canot est particulièrement importante pour la formation des bassins sédimentaires, comme les grandes plaines de calcaire que l'on retrouve dans beaucoup de régions aujourd'hui. Elle est aussi connue pour les importantes communautés de fossiles marins, notamment les trilobites, les brachiopodes, les coraux, qui ont prospéré dans ces environnements marins pendant cette période. Tim Clary voit la mégaséquence type canot comme une période correspondant à une montée encore plus massive des eaux du déluge. Il interprète cette séquence comme une continuation de l'inondation mondiale, où les mers auraient atteint des profondeurs encore plus grandes et auraient recouvert des portions de continents supplémentaires qui n'avaient pas encore été submergées lors de la première mégaséquence SOC. Les grès déposés à la base seraient le résultat de courants marins rapides, tandis que les couches de schiste et de calcaire indiquent une sédimentation dans des eaux plus calmes et plus profondes. Les dépôts sédimentaires de la mégaséquence type canot ne se limitent pas à l'Amérique du Nord, mais s'étend également à l'Europe, comme nous le voyons sur cette carte. Cela renforce, selon Clary, l'idée d'un événement mondial où les eaux du déluge auraient inondé presque toutes les terres émergées, déposant des sédiments à grande échelle. La couverture géographique de ces dépôts est vue comme une preuve supplémentaire que le déluge a affecté la planète entière. La subduction des plaques tectoniques a créé des tsunamis qui ont continué pendant les 40 premiers jours du déluge. Ils ont formé la mégaséquence SOC, puis la deuxième mégaséquence, la type canot. Les deux mégaséquences sont approximativement égales en épaisseur et en composition, mais la type canot s'est élevée légèrement plus haut sur les continents que la SOC. À ce stade du déluge, il est possible que certaines implantations humaines aient remarqué l'augmentation des pulsations d'eau et aient commencé à se retirer vers les hauteurs. La mégaséquence Kaskaskia correspond à une période géologique qui s'étend du Dévonien moyen, c'est-à-dire il y a environ 385 millions d'années selon le modèle évolutionniste, jusqu'au début du Pennsylvanien, c'est-à-dire environ 323 millions d'années. Elle couvre donc une partie du Dévonien, tout le Mississippien, qui est une subdivision du Carbonifère, et se termine au début du Pennsylvanien. Tim Clary interprète la mégaséquence Kaskaskia comme correspondant à une phase plus avancée du déluge de Noé, où l'inondation a atteint son apogée sur une grande partie des continents. Cette phase intermédiaire du déluge est marquée par de nouvelles transgressions marines, où les eaux recouvrent une fois de plus les terres, entraînant des dépôts massifs de sédiments marins. Comme dans les mégaséquences précédentes, la Kaskaskia commence par des couches de grès grossiers à la base, indiquant une phase de courant marin rapide. Ensuite, elle présente des couches plus fines de schiste et de calcaire, qui sont interprétées comme des dépôts marins plus profonds. Clary voit ces dépôts comme des preuves d'une sédimentation rapide causée par des eaux turbulentes et cataclysmiques, en ligne avec la théorie du déluge mondial. La mégaséquence Kaskaskia est également marquée par des dépôts riches en évaporites, des minéraux formés par l'évaporation de l'eau de mer, que Clary associe à des épisodes spécifiques du retrait temporaire des eaux. Clary interprète les transgressions et régressions marines observées dans la Kaskaskia comme des manifestations directes des événements liés au déluge. La montée des eaux
a déposé les couches sédimentaires, tandis que des périodes de régression temporaire a permis une certaine érosion et l'exposition de nouvelles surfaces avant que les eaux ne remontent à nouveau pour déposer davantage de sédiments. La mégaséquence Kaskaskia est notable pour ses riches dépôts de calcaire, souvent associés à des récifs et à des environnements marins peu profonds, ainsi que pour les dépôts de charbon qui commencent à se former vers la fin de la séquence. Alors que l'activité tectonique continuait, la mégaséquence Kaskaskia se déposait dans les 40 premiers jours du déluge comme les deux précédentes. Cette troisième mégaséquence s'est élevée légèrement plus haut et montre une légère augmentation de l'épaisseur moyenne par rapport aux deux mégaséquences précédentes. À ce stade du déluge, l'eau ne recouvrait toujours pas beaucoup de terre. Les mégaséquences Soktipkeno et Kaskaskia contiennent presque 100% de fossiles marins. Il est possible que des créatures telles que les dinosaures se soient retirées vers des terrains plus élevés ou qu'elles vivaient encore à une altitude suffisamment élevée pendant ces premières phases du déluge. Les données stratigraphiques montrent qu'une élévation significative du niveau de la mer s'est produite simultanément sur tous les continents, similaire aux deux mégaséquences précédentes, mais encore plus hautes. La mégaséquence Absaroka correspond à une période géologique qui s'étend du Pennsylvanien, c'est-à-dire environ 323 millions d'années, jusqu'au Jurassique inférieur, c'est-à-dire environ 175 millions d'années selon le référentiel évolutionniste. Elle couvre donc une partie importante du Carbonifère, du Permien, du Trias et une partie du Jurassique. Clary situe la mégaséquence Absaroka dans une phase avancée du déluge de Noé, où les processus de transgression marine atteignent un niveau intense. Cette période correspondrait à une phase où les eaux du déluge couvrent des portions encore plus vastes des continents, avec des dépôts sédimentaires massifs qui se forment rapidement sous l'effet des courants puissants et des forces géologiques exacerbées. La mégaséquence Absaroka est marquée par des dépôts de grès à la base, comme dans les autres mégaséquences, mais elle se distingue par des couches de charbon qui apparaissent à travers certaines parties du monde. Clary interprète ces couches de charbon comme des preuves que de grandes forêts et végétations ont été ensevelies rapidement pendant le déluge, comprimées sous des sédiments pour former ces gisements de charbon. On trouve aussi des schistes et des calcaires marins dans les parties supérieures de la séquence, ce qui montre une sédimentation en eau plus profonde dans un environnement de déluge mondial. Clary souligne que la mégaséquence Absaroka est marquée par des fluctuations dans les niveaux marins correspondant à des cycles transgressifs et régressifs où les mers montent et redescendent temporairement. Ces fluctuations sont vues comme des manifestations des forces cataclysmiques en jeu pendant le déluge. Ces périodes de régression pourraient également correspondre à des moments où des terres ont temporairement émergé avant d'être recouvertes à nouveau par l'eau. L'un des aspects marquants de la mégaséquence Absaroka est la présence de dépôts évaporitiques comme le sel et le gypse dans certaines régions. Clary interprète ces dépôts comme étant le résultat de l'évaporation rapide de grandes masses d'eau de mer piégées dans des bassins peu profonds alors que les eaux du déluge se retiraient temporairement. Ces dépôts renforcent, selon Clary, l'idée d'un processus rapide et catastrophique qui s'est produit pendant le déluge. La mégaséquence Absaroka est notable pour sa contribution à la formation des bassins de charbon du Pennsylvanien, ainsi que pour des dépôts sédimentaires variés qui témoignent des fluctuations des niveaux marins pendant cette période géologique. Les mégaséquences Soktipkano et Kaskaskia ont été déposées au cours des 40 premiers jours du déluge. La mégaséquence Absaroka marque un tournant critique. La situation est passée de mauvaise à pire. La Terre était désormais inondée, les animaux terrestres et les plantes commencent à apparaître en tant que fossiles dans ces couches de roches. L'Absaroka augmente considérablement en épaisseur, plus de 2 fois plus que n'importe laquelle des mégaséquences précédentes. Cela montre que les eaux du déluge ont inondé beaucoup plus haut sur les terres que pendant les mégaséquences Sok, Tipkano et Kaskaskia. L'arche a commencé à se soulever du sol. L'augmentation de la subduction mondiale, la création d'un nouveau plancher océanique et l'augmentation de l'épaisseur de l'Absaroka correspondent toutes de manière remarquable, enregistrant un chapitre critique de l'histoire du déluge. Les données stratigraphiques montrent une élévation significative du niveau de la mer qui a progressé simultanément sur tous les continents, similaire aux mégaséquences précédentes, mais encore plus vaste et plus élevée. L'Absaroka pourrait avoir duré du 40e au 100e jour du déluge. À mesure que la subduction s'est intensifiée dans le monde entier et que de nouveaux fonds marins ont été créés, les niveaux d'eau ont continué à monter. En conséquence, les plantes et animaux terrestres ont fait leur première apparition en grand nombre. La mégaséquence Zuni correspond à une période géologique qui s'étend du Jurassique moyen,
il y a environ 175 millions d'années, jusqu'à la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années. Cette mégaséquence couvre donc une grande partie du Jurassique et la totalité du Crétacé, jusqu'à l'extinction massive qui marque la fin de cette période. Le docteur Jim Clary situe la mégaséquence Zuni dans ce qu'il considère comme la période de transgression marine la plus vaste et la plus intense du déluge de Noé. Les eaux ont atteint leur point culminant et recouvert de larges portions des continents du monde entier. Il suggère que c'est durant cette phase que les continents ont été presque entièrement submergés. Les dépôts sédimentaires de la mégaséquence Zuni sont particulièrement épais et étendus, reflétant une période de sédimentation rapide et violente. Comme pour les autres mégaséquences, la Zuni commence par des grès grossiers, suivis de schistes de calcaire, indiquant un environnement marin de plus en plus profond. Clary attribue ces dépôts à des courants de déluge puissants et rapides qui ont transporté d'énormes quantités de sédiments sur les continents immergés. Ces dépôts massifs de sédiments marins sont les restes de l'érosion cataclysmique des terres alors que l'eau envahissait les continents. Un aspect clé de l'interprétation de Clary est que la mégaséquence Zuni coïncide avec le début du soulèvement tectonique des grandes chaînes de montagnes actuelles. Il propose que des montagnes telles que les Rocheuses et la Sierra Nevada ont commencé à se former vers la fin de cette phase à mesure que les eaux du déluge se retiraient et que des forces tectoniques massives soulevaient les sédiments précédemment déposés. La fin de la mégaséquence Zuni, comme dans les autres mégaséquences, est marquée par une régression marine significative. Cela correspond au début du retrait des eaux du déluge, où des terres autrefois submergées commencent à émerger à nouveau, exposant les dépôts sédimentaires à l'érosion et à la déformation tectonique. Clary interprète à la fin de la mégaséquence Zuni comme une étape où les processus tectoniques et les dépôts sédimentaires ont formé une grande partie des paysages que nous voyons aujourd'hui. Les chaînes de montagnes, les plateaux et les bassins sédimentaires créés durant cette phase constituent la structure géologique sous-jacente des continents modernes. Tim Clary interprète la mégaséquence Zuni comme la phase où le déluge de Noé atteint son point culminant, submergeant presque entièrement les continents et déposant d'énormes quantités de sédiments. Cette phase est également marquée par la formation de grands bassins sédimentaires, de dépôts évaporitiques et par un soulèvement tectonique majeur qui commence à façonner les chaînes de montagnes actuelles. Pour Clary, la mégaséquence Zuni représente une période clé dans la réorganisation finale des continents avant le retrait des eaux du déluge, qui a remodelé la surface terrestre de manière rapide et catastrophique. La mégaséquence Zuni est particulièrement significative pour ses dépôts marins étendus, la formation de grandes plaines côtières et la riche faune fossile, y compris les dinosaures. Elle représente une phase de sédimentation et de transgression marine massive avant le retrait des mers et les bouleversements géologiques à la fin du Crétacé. Pendant la Zuni, la cinquième mégaséquence, le déluge a atteint son point culminant, probablement autour du 150e jour. Les continents ont été complètement submergés et aucune créature terrestre en dehors de l'arche n'était encore en vie. La Zuni a commencé aux environs du 100e jour du déluge et a presque triplé en épaisseur par rapport à l'Apsaroka qui était la quatrième mégaséquence. Des fossiles comme ceux de dinosaures et de mosasaures sont trouvés dans la Zuni sur chaque continent, ce qui soutient le caractère global de ces dépôts. Le mélange de créatures terrestres et marines massives renforce également l'idée de leur dépôt catastrophique. À ce stade du déluge, 10 000 dinosaures à bec de canard sont retrouvés enterrés ensemble de manière catastrophique. Les données géologiques racontent l'histoire d'un événement de déluge global toujours croissant. Rappelons que la Bible dit que l'eau a seulement monté de quelques mètres au-dessus des collines élevées, selon Genèse 7,20. Cela ne laisse pas beaucoup d'espace pour le dépôt de sédiments épais de la Zuni dans ces endroits les plus élevés. Pour cette raison, nous ne trouvons pas tous les continents complètement recouverts par la mégaséquence Zuni en raison de la limitation de la sédimentation dans les environnements moins profonds. La Zuni a la plus grande superficie totale couverte, le plus grand volume total déposé et l'épaisseur moyenne la plus élevée de toutes les 6 mégaséquences. En fait, le volume total de la séquence Zuni a presque triplé par rapport à n'importe laquelle des mégaséquences précédentes et l'épaisseur moyenne a presque doublé. Le processus de subduction a causé la création de quantités massives de planchers océaniques pendant la Zuni, ce qui a poussé le niveau des océans suffisamment haut pour inonder complètement la Terre. Les vagues de tsunami pouvaient passer par-dessus les plus hautes collines sans être entravées. La mégaséquence Zuni a marqué la fin des dinosaures et de nombreux autres animaux, à la fois sur Terre et en mer. À ce stade du déluge,
la Pangée s'était complètement séparée. La mégaséquence Théias correspond à une période géologique qui s'étend du Paléocène, soit environ 66 millions d'années, jusqu'à l'époque actuelle qu'on appelle Holocène. Elle couvre donc une grande partie du Paléogène, du Néogène et la période actuelle, l'Anthropocène. Clary interprète la mégaséquence Théias comme correspondant à la dernière phase du déluge de Noé, lorsque les eaux commencent à se retirer des continents de manière plus significative. Ce retrait est marqué par la fin des grandes transgressions marines qui ont caractérisé les mégaséquences précédentes. Dans le modèle de Clary, la Théias représente la période de transition entre l'inondation totale des terres et leur émergence progressive, avec des sédiments marins et terrestres qui continuent d'être déposés. La mégaséquence Théias est caractérisée par des dépôts sédimentaires marins importants, bien que les volumes diminuent par rapport aux mégaséquences précédentes. Selon Clary, ces dépôts sont associés aux dernières phases du déluge, lorsque les eaux recouvrent encore des portions de terre, mais commencent à refluer. Des sédiments marins fins, comme des schistes et des calcaires, continuent de se former, notamment dans les zones les plus basses et les bassins sédimentaires. Clary propose que certaines des plus grandes chaînes de montagnes modernes, telles que les Alpes, les Himalayas et les Andes, ont atteint leur pleine élévation durant cette mégaséquence. Les forces tectoniques à l'œuvre pendant la fin du déluge ont joué un rôle clé dans le soulèvement rapide de ces montagnes. Clary souligne que ce soulèvement tectonique était beaucoup plus rapide que les processus actuels, en accord avec le modèle créationniste qui favorise une géologie cataclysmique. La mégaséquence Théias est également riche en fossiles, à la fois marins et terrestres. Clary interprète ces dépôts fossiles comme le résultat des derniers épisodes du déluge, lorsque des organismes marins et terrestres ont été ensevelis rapidement par les sédiments en cours de dépôt. Les fossiles trouvés dans cette séquence incluent des mammifères, des reptiles ainsi que des plantes qui ont prospéré avant d'être ensevelis lors du retrait final des eaux. Clary souligne que certains des dépôts de charbon les plus riches, notamment en Amérique du Nord et en Asie, se sont formés durant cette période. Il attribue cela à l'enfouissement rapide de vastes forêts tropicales et de zones végétalisées, ensevelies sous des sédiments lors du retrait des eaux du déluge. La pression exercée par les couches sédimentaires sous-jacentes aurait comprimé cette matière organique en gisement de charbon. Clary considère la fin de la mégaséquence Théias comme correspondant au retrait complet des eaux du déluge, laissant derrière elle une surface terrestre profondément réorganisée. Les grandes chaînes de montagnes étaient en place, les bassins sédimentaires remplis et les plaines côtières formées. Ce retrait final des eaux marque la fin du cataclysme mondial et le début de la géologie post-déluge, où les processus plus lents et uniformes d'érosion et de sédimentation prennent le relais. La mégaséquence Théias est la phase finale du déluge de Noé, marquant le retrait des eaux et la consolidation de la surface terrestre telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est pendant cette mégaséquence que de vastes plaines côtières se sont formées, que les montagnes actuelles ont atteint leur hauteur maximale et que des dépôts fossiles et charbonniers se sont accumulés. Clary voit cette période comme le dernier grand acte du déluge, où les forces tectoniques et les dépôts sédimentaires rapides ont achevé la reconfiguration géologique de la Terre. La mégaséquence Théias se distingue des précédentes par des transgressions marines moins fréquentes et un retrait progressif des mers sur les continents. Elle est associée à la formation des paysages modernes, y compris les plaines côtières et les grandes chaînes de montagnes, comme les Alpes et l'Himalaya, qui se sont soulevées de façon significative au cours de cette période. C'est également la période où la géographie actuelle se met en place avec des dépôts sédimentaires continentaux dominants. Les eaux du déluge se sont retirées au cours de la sixième et dernière mégaséquence, la Théias. Il semble clair, d'après le texte biblique, que le retrait a commencé au 150e jour. Il est donc probable que c'est à ce moment-là que la Théias a commencé à se déposer. Même si l'eau se retirait, il y avait encore une activité tectonique importante. Environ un tiers à la moitié de la croûte océanique s'est formée pendant le dépôt de la Théias. Cette mégaséquence permet également un changement de direction du flux d'eau. Des chercheurs séculiers ont découvert que de grandes quantités d'eau se sont écoulées des continents pendant la formation de la Théias. Ce drainage massif a probablement creusé le Grand Canyon. Le niveau de la mer a également chuté soudainement, correspondant au retrait des eaux du déluge. Les données géologiques donnent des indications profondes sur le dernier chapitre du retrait des eaux du déluge. La séparation rapide des continents, qui avait commencé de manière significative avec la Psaroka, s'est poursuivie tout au long de la Théias, formant de nouveaux planchers océaniques jusqu'à la fin du cycle des mégaséquences dans le Pliocène. La subduction effrénée ne montrait aucun signe de ralentissement jusqu'à ce que toute la croûte océanique d'avant le déluge soit subduite.
À la fin de la Théias, les continents du monde étaient proches de leur emplacement actuel. Près de 80% des chaînes de montagnes du monde se sont développées pendant la Théias, y compris la ceinture orogénique circum-pacifique et la ceinture alpine himalayenne. Cela inclut les grandes montagnes comme les Andes, les Rocheuses, les Alpes et les Himalayas. En fait, la plupart de ces chaînes de montagnes ont subi plusieurs kilomètres de soulèvement, même après le Pliocène. La raison de ces soulèvements simultanés pourrait être liée à l'épaississement de la croûte continentale au-dessus des zones de subduction et à la cessation de la subduction effrénée à la fin de la Théias. Par exemple, la croûte continentale le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud a atteint une épaisseur proche de 70 km en raison du processus de subduction, alors que la plupart des croûtes continentales ne font que 35 km d'épaisseur. La croûte s'épaissit au-dessus des zones de subduction à cause de la fonte générée, de l'intrusion de ces magmas dans la croûte et du déplacement physique de portions de la croûte inférieure chaude et ductile sous la marge continentale. Une croûte plus épaisse provoque un soulèvement isostatique plus important, de sorte qu'une croûte de 60 km d'épaisseur tend à avoir une élévation de 4,5 km plus élevée qu'une croûte de 35 km d'épaisseur. Le docteur John Baumgartner déclare, en résumé, les processus catastrophiques déclenchés lors du déluge n'ont pas seulement déposé des centaines de mètres de sédiments contenant des fossiles sur tous les continents et déplacé les Amériques du Nord et du Sud d'environ 4800 km vers l'ouest par rapport à l'Europe et l'Afrique. Mais ils ont également augmenté l'épaisseur de la croûte terrestre dans les ceintures où se trouvent maintenant de hautes montagnes. Mais lorsque le processus de subduction rapide s'arrête, ces forces dynamiques disparaissent et les forces de flottaison prennent le dessus pour élever la zone de croûte épaissie vers un état d'équilibre isostatique. Le soulèvement des hautes montagnes à la fin de cet épisode de subduction effrénée est donc un effet logique de ce processus incontrôlable. Dans le cadre du déluge, le moment de ce soulèvement, qui s'est déroulé dans les siècles suivants le cataclysme, est exactement ce à quoi on peut s'attendre en se basant sur des considérations mécaniques simples. D'un autre côté, l'absence de réponse mécanique sous forme de soulèvement au cours de dizaines de millions d'années de forçage tectonique, suivi d'une poussée soudaine de soulèvement, pose un sérieux problème pour le cadre uniformitarien. En conclusion, la création se situe entre l'Archéen et le Protérozoïque, ce qui correspond dans le modèle évolutif à la période allant de 4 milliards d'années à environ 600 millions d'années. Le déluge se situe entre le haut du Précambrien au Cénozoïque, soit environ 600 millions d'années à 2,5 millions d'années. Ces deux événements expliquent la majeure partie du registre géologique. L'ère glaciaire et les processus liés à la fin de cette ère glaciaire expliquent d'autres caractéristiques régionales. Puis il y a les processus modernes observés ces derniers milliers d'années. Nous lisons dans Luc chapitre 19 des versets 30 à 40, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Jean chapitre 3 versets 17 et 18 « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.